Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo propose la création d'un nouveau parti politique. Une décision prise en raison des dissensions internes qui secouent le Front populaire ivoirien. Le fondateur du FPI dit vouloir éviter une bataille juridique. Les préparatifs du prochain sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au Cameroun. À l'approche de cet événement prévu pour le 18 août prochain à Yaoundé, un conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale était organisé à Douala. Et puis 100 millions de dollars pour financer des projets liés à la préservation de l'environnement en Égypte. C'est le montant investi par la Société financière internationale dans une obligation verte émise par la Commercial International Bank. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les excuses du ministère des Affaires étrangères indonésien après l'arrestation d'un diplomate nigérian par des agents de l'immigration à Jakarta. Cette arrestation survenue le 7 août dernier a suscité la colère du Nigeria compte tenu de son aspect particulièrement agressif. Ce mercredi, Abuja est monté au créneau en exigeant, je cite, des sanctions appropriées contre les fonctionnaires concernés. Les autorités nigérianes ont même rappelé leur ambassadeur en Indonésie. Dès le lendemain, le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Teuku Faizasyah, a indiqué qu'il s'agit d'un acte isolé, assurant qu'une enquête sera menée. Il signe son grand retour au sein de l'arène politique. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo a proposé ce 9 août la création d'un nouveau parti. Face aux dissensions internes au sein du FPI, dont il a été le fondateur, l'ancien chef de l'État fait donc le choix du renouveau politique, et ce en vue d'éviter une quelconque bataille juridique. Nathalie Mou. En décidant de créer un nouveau parti politique, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo souhaite renouveler et rajeunir son espace politique. Revenu d'un exil judiciaire de 10 ans, Laurent Gbagbo a trouvé son ancienne formation politique, le Front populaire ivoirien FPI, profondément divisé par des querelles internes. Se distancer de cette identité politique aujourd'hui entachée est l'un des défis majeurs de la création d'un nouveau parti politique pour Laurent Gbagbo. En prenant une telle option, le président Laurent Gbagbo essaie de trouver des éléments de réponse à 3 défis majeurs. 1. Il essaie de se débarrasser du triste et fâcheux bilan des refondateurs. 2. Il espère ratisser large au sein de la population des 16-35 ans qui rêve encore de transformer le monde. 3. Il met fin à la nauséabonde guerre l'opposant à Pascal Affi N'Guessan. Des observateurs ivoiriens saluent le désir exprimé par Laurent Gbagbo de prendre un nouveau départ. Mais cette nouvelle aventure pourrait se heurter à des obstacles internes à son propre camp. Face à cette réalité, la question d'un renouvellement total de son entourage politique, excluant ses plus fidèles compagnons, se pose. Notons que le champ politique ivoirien devrait connaître un certain basculement au dernier trimestre de l'année 2021. L'on verrait les nouveaux dirigeants de ce nouveau parti politique d'opposition, leur capacité à manœuvrer sur le terrain, à proposer des réformes dont rêvent les marginalisés de l'émergence ivoirienne. À moins que le président Laurent Gbagbo ne nous propose qu'un simple FPI bis. Le retour en politique après 10 ans d'absence de Laurent Gbagbo s'est fait dans la rupture et suscite aujourd'hui moult questionnements. Le divorce est désormais officiel entre lui et son ancien allié Pascal Affi N'Guessan. Ce dernier, président de l'aile légale du FPI, accuse l'ex-président Laurent Gbagbo d'agir dans le seul intérêt de ses aspirations présidentielles en 2025. 20 ans de prison, c'est la peine requise par la justice burkinabé à l'encontre de 2 djihadistes issus du groupe Ansarul Islam. Les 2 inculpés âgés de 38 et 29 ans ont été condamnés pour avoir attaqué et incendié l'école primaire de Bafina située dans la région du Centre-Nord. Des faits qui se sont déroulés en mai 2018. Marie-Raphaël Antolo.
Le mardi 10 août 2021, au Burkina Faso, deux djihadistes auteurs d'une attaque en 2018 contre une école du nord du pays ont été condamnés à 20 ans de prison par la justice burkinabé et devront verser 4 millions de francs CFA en termes de dommages et intérêts. Ce jugement, selon les autorités du pays, est le premier d'une série de 10 dossiers liés aux actes de terrorisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est une avancée notable dans la répression des actes terroristes dans l'espace sahélien. On se rappelle bien que beaucoup d'États, bien souvent, des terroristes sont appréhendés dans le cadre des opérations militaires, mais rarement vous avez des procès officiels, car bien souvent ces terroristes sont utilisés comme étant des monnaies d'échange dans le cas des prises d'otages. Donc le Burkina Faso vient de donner l'exemple dans une sous-région où de plus en plus les actes terroristes sont encore moins réprimés au plan judiciaire. Ce procès sur les actes terroristes est une première dans l'histoire du Burkina Faso depuis le début des attentats terroristes dans le pays en 2016. Le Burkina Faso devient ainsi l'un des premiers pays africains à expérimenter un tribunal spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. C'est une forme juridictionnelle qui demande beaucoup d'efforts et de compétences à travers la documentation des moyens de preuve, à travers les écoutes satellitaires, à travers les échanges. Donc il faut une juridiction tout à fait spécialisée dans ce cadre-là qui va permettre de renforcer la répression, notamment des attaques tout à fait terroristes. Les deux inculpés d'actes terroristes âgés de 38 et 29 ans sont jugés pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, complicité de terrorisme et destruction volontaire de biens. D'autres dossiers similaires sont en cours de jugement. Au terme des procès, le 13 août 2021, si la culpabilité de ces derniers est établie avec des preuves irréfutables, ils seront jugés à la hauteur de tels crimes. À contrario, ils seront relâchés selon les autorités judiciaires du pays. Au Rwanda, le secteur postal a su profiter des transformations induites par le numérique. À l'heure où plusieurs services de la Poste sont menacés de fermeture dans plusieurs pays d'Afrique, la Poste rwandaise est parvenue, grâce aux nouvelles technologies, à diversifier ses services, créer de nouveaux emplois et augmenter ses revenus. Au cours de ces 4 dernières années, les revenus de l'Office national de la Poste ont connu une hausse significative. Un reportage de notre correspondant Fraterne Dakayi Sengar. Des boîtes postales, une belle histoire du passé dans l'ère où presque tout se fait en ligne. Beaucoup de jeunes ne savent même pas de quoi il s'agit et plusieurs de ceux qui les ont utilisées pensent qu'elles ne sont plus d'actualité. Mais pour le directeur de l'Office national de la Poste au Rwanda, c'est loin d'être fini et ce pour plusieurs raisons. They're still working because Les boîtes postales sont aujourd'hui d'actualité car ce qu'elles contiennent, ce sont les articles physiques que les gens ne peuvent pas s'envoyer via leur portable. Bien sûr, avec la technologie, les choses sont plus faciles. Par exemple, nous sommes en train de mettre en place un système de boîtes postales électroniques. Avec ça, les courriels des clients seront toujours stockés chez nous, mais il ne sera plus nécessaire aux clients d'avoir des boîtes physiques dans nos enceintes. Still things will come physically. We'll keep them for you, but you don't need to have a box. Comprendre et adopter les nouvelles technologies, ça a été l'une des plus belles et plus dures décisions à prendre pour les responsables de la Poste nationale rwandaise. La raison principale étant qu'à l'arrivée du numérique, plusieurs services étaient menacés de fermer et beaucoup se voyaient perdre leurs emplois. Mais très vite, le numérique a montré son potentiel et les opportunités d'emploi qu'il offre. Electronic commerce has increased tremendously. What has made that Le commerce électronique a connu une croissance sans précédent ces dernières années dans le pays et cela a été très bénéfique pour nous. Même si les gens font leurs commandes en ligne, ce sont des choses physiques qui doivent être livrées et c'est là qu'on entre en jeu pour la logistique. Depuis que nous avons compris comment profiter des nouvelles technologies, nous avons pu accroître considérablement nos revenus. And that's why we come in and that's where we are able to generate our resources because that activity is increasing. Selon les données de l'Office national de la Poste, le taux de croissance des revenus a dépassé les 150% pendant les 4 dernières années. C'est aussi l'une des rares institutions publiques au Rwanda qui s'autofinance entièrement.
Ils se sont donné rendez-vous le 18 août prochain. Les dirigeants de la CEMAC se réuniront dans quelques jours dans le cadre d'un sommet extraordinaire qui se déroulera à Yaoundé. En vue de préparer ce sommet, un conseil des ministres de l'UEAC était organisé à Douala ce 10 août. L'évaluation de la situation macroéconomique en zone CEMAC était notamment au centre des échanges. Corinne Néoné. Selon le Comité technique national de la balance des paiements, le coronavirus a fait chuter les investissements directs étrangers au Cameroun d'environ 35% en 2020. Un indicateur parmi tant d'autres révélateur de la situation économique des pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le 18 août 2021, les 6 pays de cette région ont se retrouvés à l'invitation du chef de l'État camerounais, Paul Biya. Dans cette perspective, les ministres de l'Union économique d'Afrique centrale ont siégé en session extraordinaire ce 10 août à Douala au Cameroun afin d'évaluer la situation macroéconomique dans la zone CEMAC en contexte de pandémie du Covid-19 et d'analyser des mesures de redressement. Pour le cas de la CEMAC, je commencerai d'abord par suggérer à tous ceux qui sont dépositaires de ce que nous pouvons appeler des politiques publiques de penser très rapidement à accélérer la mise en place de ce qui est considéré dans chacun de ces pays comme le PDI, le plan directeur d'industrialisation. Pourquoi est-ce qu'on va continuer encore d'importer ce que nous pouvons produire localement? Nous importons le riz, alors que la zone agroécologique de culture du riz s'offre à nous à foison, pour prendre le cas du Cameroun, pour prendre le cas des autres pays frontaliers. Nous continuons d'importer l'huile de palme. Pourquoi devrions-nous continuer de le faire alors que nous pouvons simplement continuer à étendre les plantations industrielles qui sont déjà là? Les travaux ont tablé sur un document de travail soumis par la commission de la CEMAC et qui trace le cadre global des actions entreprises et celles à entreprendre pour la relance des économies de la sous-région. Il ressort des analyses que le plan de riposte communautaire doit intégrer l'appui au secteur bancaire et sa capacité de financement, la garantie de la stabilité de la zone monétaire, une gestion efficiente du service de la dette. D'autres pistes sont suggérées pour la mobilisation des recettes. Ces recommandations nous invitent à poursuivre les actions de renforcement de la mobilisation des recettes non pétrolières et de la gestion des finances publiques à travers, d'une part, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'harmonisation des pratiques fiscales et la modernisation des administrations fiscales et douanières, et d'autre part, la modernisation des méthodes, procédures et instruments de gestion des finances publiques conformes aux normes édictées par la communauté. Malgré les recommandations sur la diversification, l'économie en zone CEMAC repose encore à 80% sur le pétrole, ce qui a accentué la vulnérabilité de cette région à la pandémie du coronavirus. En 2020, la CEMAC a affiché un taux de croissance de moins 1,7%. Le rendez-vous de Yaoundé s'avère ainsi déterminant pour la reprise économique. En Égypte, les projets dédiés à la lutte contre le changement climatique vont bénéficier d'un nouvel appui financier. 100 millions de dollars ont été investis par la Société financière internationale dans une obligation verte émise par la Commercial International Bank. Cette enveloppe pourrait être consacrée à la gestion durable de l'eau notamment, mais aussi aux énergies renouvelables. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo. Les projets environnementaux égyptiens bénéficieront d'une subvention de 100 millions de dollars. Ce fonds débloqué par la Commercial International Bank s'inscrit dans le cadre d'une obligation verte qui servira à financer des projets de préservation de l'environnement, ce à travers la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Nous sommes actuellement portés au niveau du monde entier vers ce qu'on appelle l'économie verte ou l'économie décarbonée, c'est-à-dire comme le carbone et certains produits apparentés sont à l'origine de la dégradation de la couche d'ozone qui augmente donc la température. La couche d'ozone est donc menacée justement par l'excès de carbone parce que si l'ozone traverse le O3, traverse l'atmosphère et nous touche ici, bienvenue certaines maladies quasi incurables dont je ne veux pas nommer ici. Et une économie décarbonée donc devient de plus en plus l'objectif des grands décideurs du monde.
Selon l'agence de notation sociale et environnementale internationale Vigeo Eiris, l'Égypte dispose d'un portefeuille total de projets verts éligibles de 1,9 milliard de dollars, dont environ 16% d'énergie renouvelable, 19% de transport propre, 26% de gestion durable de l'eau et des eaux usées et 39% de la prévention et du contrôle de la pollution. Ainsi, ces obligations peuvent lui permettre d'intégrer aisément le développement durable dans ses plans économiques et budgétaires. Donc, au niveau de l'Égypte maintenant, l'économie verte va dans le sens d'offrir à la population une économie décarbonée. Donc, ces projets peuvent toucher donc à la fabrication de tout ce qui est appliances, c'est-à-dire l'électroménager décarboné. En Égypte, on a mis un projet qui tourne autour de l'économie verte. Donc, cela donne la possibilité aux autorités publiques de bâtir des champs de production d'énergie éolienne. Rappelons que cette initiative survient après l'émission en 2020 par l'Égypte des premières obligations vertes souveraines de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ce pays d'Afrique du Nord, qui compte plus de 100 millions d'habitants désormais, s'engagera à travers ce mécanisme à renforcer ses investissements dans des projets verts plus respectueux de l'environnement. Dans le reste de l'actualité, une campagne de vaccination qui s'intensifie aux Comores. Depuis ce 11 août, les personnes qui ont déjà reçu leur première dose peuvent se faire administrer leur seconde dose. Selon un responsable de la coordination de l'île de Moélie, 21% des habitants sont déjà vaccinés aux Comores, un chiffre encore loin de l'objectif des 60%. À noter que ce lundi, l'archipel de l'océan Indien a réceptionné 300 000 doses du vaccin Sinopharm. Il s'agit d'un don de la part des Émirats arabes unis qui, au mois de juillet, avaient déjà octroyé aux Comores des doses du même vaccin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.